présente, je suis donc Albany Touridi, coordonnatrice de formation à l'ENM et j'ai surtout aujourd'hui l'immense chance d'être euh, modératrice sur cette table qui est consacrée à la vedette procédurale de l'année. Vedette procédurale de l'année parce qu'on en parle depuis le mois de janvier et puis finalement on a connu ses contours un samedi 29 juillet parce qu'elle continue à garder le suspense, un suspense intense en cette rentrée, puisque nous attendons tous fébrilement la circulaire de présentation. Celle qui reste si mystérieuse au regard du nombre de questions qu'elle suscite, et surtout celle qui n'en est pas moins attrayante, parce qu'elle semble offrir aux présidents d'audience et également aux avocats l'occasion de redéfinir leur posture à l'audience, l'occasion de s'emparer à nouveau d'une idée de la justice civile porteuse de paix sociale pour accompagner les parties vers la conciliation et de redéfinir leur office pour s'emparer donc de cet office conciliatoire. Alors cet attrait, c'est la seule chose que je me permettrai de dire, je peux en témoigner en qualité de coordonnatrice de formation puisque l'école a créé nouvelle pour accompagner les magistrats dans l'apprentissage de cette nouvelle fonction, de cette nouvelle audience, l'audience de règlement amiable. Et c'est un réel succès au nombre de candidats qu'il y a. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit peu, sans citer aucune marque, mais une de ces sessions est ouverte aux avocats et nous espérons votre participation nombreuse. Donc voilà, c'est le seul mot que je peux me permettre de dire en qualité de modératrice, puisque je suis censée être gardienne du temps, donc il faut que je garde mon autorité et que donc je ne perde pas trop de temps sur cette modération, et surtout parce que ce sujet a réussi à réunir des personnalités brillantes, des personnalités engagées dans l'amiable depuis de nombreuses années et des personnalités susceptibles de porter sur cette nouvelle audience un regard intelligent et qui sera particulièrement enrichissant pour nos pratiques. Alors, je vous présente donc ces personnalités. Et mesdames, je vous remercie infiniment d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Il y a Laurence Joly, avocate et ancienne bâtonnière au barreau de Thonon-les-Bains. Elle est médiatrice depuis 20 ans, élue au CNB et membre des commissions exercice du droit et mode amiable de règlement des conflits. Il y a la professeure Soraya Amrani-Meki, qui est professeure à l'école de droit de Sciences Po, après avoir été responsable. Alors, je le fais bref, parce que sinon on va s'arrêter à 12h45. Donc, professeur à l'école de droit de Sciences Po, responsable de l'axe judiciaire, justice judiciaire amiable et numérique du CEDCAS, du master de droit privé fondamental, donc anciennement, et du DU des modes amiables à Paris-Nanterre avant d'avoir rejoint Sciences Po. Valérie Delnoux, qui est actuellement première présidente de la Cour d'appel de Colmar, après avoir notamment présidé les juridictions de Senlis, de Rouen, et après avoir été l'adjointe du directeur des affaires civiles et du Sceau à la chancellerie. Et donc, Evelyne Romé, greffière depuis 2005, aujourd'hui chargée d'enseignement en matière civile à l'ENG depuis 2021, et qui a exercé donc, au tribunal de grande instance de Mulhouse, comme il s'appelait à l'époque, dans des contentieux de civil général, de droit commercial, et ensuite au tribunal d'instance d'Annecy pendant près de 10 ans sur des matières comme les tutelles, le surendettement, et donc voilà, je vais laisser la parole, je vous remercie à nouveau et je laisse la parole à Soraya pour mener cette table ronde, étant précisé donc que les questions seront regroupées à la fin de l'intervention pour plus de clarté et pour ne pas vous entrecouper. Merci beaucoup Albany, vous m'entendez bien ? Tout va bien à distance aussi? Très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais quand même prendre quelques instants pour vous dire tout le plaisir que j'ai à être aujourd'hui parmi vous. Je constate en tant que processualiste, spécialiste de procédure civile, les tensions qui existent dans les juridictions, les incompréhensions partagées
et la multitude de textes qui se répètent et qui créent beaucoup de stress de la part des partenaires de justice. Et je trouve extrêmement intéressant dans cette fabrique de la procédure civile qu'on travaille en co-construction en amont pour réfléchir ensemble au texte. On a vu trop de textes voués à l'échec avant même de paraître parce qu'on n'avait pas notamment impliqué suffisamment les greffiers dans la manière de penser les textes, dans la manière de les mettre en œuvre. Et également une co-construction, une co-formation en aval pour que ces textes soient appropriés, partagés, compris au plus près du terrain, parce que on l'a vu ce matin avec l'audience d'orientation notamment, les réalités sont très différentes d'une juridiction à l'autre, donc co-construction des règles de procédure civile et co-formation. La fameuse ARA, l'audience de règlement amiable, s'inscrit parfaitement dans cette lignée. Alors pourquoi ? Bien parce que l'ARA va amener les magistrats, les avocats, les greffiers à penser leur organisation de travail, à repenser leur organisation de travail et à repenser aussi parfois leur posture. Et ça, c'est une magnifique chance, une grande opportunité pour chacun, aussi pour redonner du sens à ce que l'on fait au quotidien. D'abord, le magistrat va devoir repenser à son office conciliatoire, réinvestir cette fonction originelle, cette fonction de conciliation. L'avocat va devoir penser à son office d'accompagnateur en mode amiable, renforcer son aspect avocat conseil. Et le greffier, qui est l'image pour moi de la justice, c'est le premier contact des justiciables très souvent avec la juridiction. Bien, c'est lui qui va pouvoir aussi présenter et accompagner ce nouveau mode amiable. Alors, de quoi parle-t-on ? L'audience de règlement amiable, ARA, qui existe effectivement depuis le décret du 29 juillet 2023, s'inscrit dans ce qu'on appelle la nouvelle politique amiable. Alors, pour faire de l'amiable depuis longtemps, c'est vrai qu'on a eu une succession de textes sur les modes amiables dont le succès est inversement proportionnel au nombre de réformes et de textes. Et on a eu en réalité une véritable codification, promotion pour dire c'est très bien, allez-y, mais en fait, personne ne s'en saisit. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça change ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on peut tous être mobilisés autour de l'audience de règlement amiable ? Ben, tout simplement parce qu'il y a véritablement un changement de culture. Vous allez le voir bientôt en novembre, il y a une promotion des modes amiables qui aujourd'hui est faite à destination du grand public. Ça, c'est nouveau, c'est véritablement pour expliquer que c'est fait pour les justiciables. C'est vraiment extrêmement important. Deuxième chose, parce que la politique amiable se développe aujourd'hui avec l'idée que l'on travaille beaucoup plus le qualitatif que le quantitatif. Si le quantitatif arrive à un second stade, tant mieux, personne ne va s'en plaindre. Mais l'idée, c'est véritablement de partir des besoins des justiciables pour répondre à une forme de demande de justice. Et cette forme de demande de justice ne se réduit pas, ne se résume pas au jugement et à un juge qui tranche le litige en appliquant les règles de droit. Ça, c'est évidemment essentiel. C'est entre autres mots, favoriser l'approche par les droits. Partir du justiciable, partir de ses besoins pour pouvoir lui proposer une solution adaptée à sa situation. C'est la raison pour laquelle j'insiste beaucoup et régulièrement, et pardon pour ceux qui m'ont déjà trop entendu, sur le fait que, à mon sens, on ne doit plus parler de mode amiable de résolution des différends, mais de mode adapté de résolution des différends. Il ne s'agit pas aujourd'hui de penser que tout doit être résolu à l'amiable. Il s'agit, dans chaque cas, selon la matière litigieuse, selon la situation des parties, selon le temps de l'instance où l'on est, de proposer le mode le plus adapté à la situation des parties. C'est pour ça que l'ARA a été consacrée dans le décret du 29 juillet 2023 en même temps que la césure du procès. La césure du procès, on vous en a un peu parlé ce matin, ça n'est pas un mode amiable. Mais c'est une autre manière de penser les procédures, non plus linéaire et tubulaire, mais de manière adaptée, avec parfois des ruptures, et solliciter le juge pour les choses sur lesquelles on n'arrive pas à se mettre d'accord, peut-être pour débloquer une situation. Donc tout ça, ce sont des modes adaptés de résolution des différends. Alors cette ARA, cette audience de règlement amiable, ce qui serait intéressant, c'est de l'utiliser là où ce sera pertinent. Je suis assez d'accord avec le doyen Carbonnier qui disait qu'il ne fallait pas non plus avoir un acharnement non plus thérapeutique mais conciliatoire et vouloir des baisers de paix à tout prix. Pas du tout.
En revanche, ça peut être une solution extrêmement utile pour les parties. Alors, pour vous présenter à grands traits ce que sera l'audience de règlement amiable qui pourrait être proposée pour les actions introduites à compter du 1er novembre prochain, eh bien, on peut le faire en 3 temps, ce qui correspondra aux 3 temps de cette table ronde. À la fois penser le déclenchement de l'ARA, son déroulement et enfin son dénouement. Alors, sur le déclenchement de l'ARA, ce qu'il faut retenir, c'est que l'audience de règlement amiable ne sera possible aujourd'hui, et je suis ravie d'entendre que certains s'en plaignent, ça veut dire que ça peut amener à annoncer un futur succès. Cette audience de règlement amiable ne sera possible que devant le tribunal judiciaire, donc pour l'instant pas la cour d'appel, mais je peux vous inviter à en faire des pratiques utiles et inventives, pas non plus devant le tribunal de commerce, même si en pratique on pourra répondre à certaines questions, c'est déjà mis en place. Donc tribunal judiciaire pour les procédures écrites et pour les référés présidents et référés du juge des contentieux de la protection. Donc cet ARA aura vocation à s'appliquer en procédure écrite et en procédure orale référée. Cet ARA, il pourrait être proposé à tout moment de l'instance. C'est vraiment intéressant parce qu'il ne s'agit pas de faire ici de l'acharnement pour dire continuer à en faire. Il s'agit de dire que le moment où on enverra en ARA sera un moment adapté à la situation. Parfois, ça pourra se faire en amont, très en amont, au moment de l'audience d'orientation. Ça pourra se faire pendant toute la mise en état et ça pourra se faire même après l'ordonnance de clôture, à un moment où les choses sont figées et on peut se dire il y a encore une possibilité, donc ça pourra provoquer une révocation de l'ordonnance de clôture. Alors, évidemment, il va falloir savoir quelles sont les affaires qui seront envoyées en ARA. Il va falloir identifier ces affaires et Valérie Delneau nous présentera ces critères d'identification. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce ne sera pas pour toutes les affaires, tout le temps, systématiquement, parce que ce ne serait pas faire un mode adapté et ajusté, ce serait faire de l'automaticité, ce qui est complètement contre-productif. Il va falloir identifier ces affaires et évidemment, ici, l'audience de règlement amiable, les textes, articles 774-1 à 774-4, précisent que ce sera la décision du juge, mais après avis des parties. Il n'empêche que l'une des parties peut proposer une audience de règlement amiable au juge. Et le juge va en décider après avis des parties, ce qui amènera Laurence à nous parler peut-être de la manière dont on va pouvoir conseiller le client, l'amener à dire oui ou non, dans quel cas, selon quels critères, quelles affaires feront l'objet d'une audience de règlement amiable. Et puis pour le greffier, lorsqu'il n'y a pas d'avocat, ce sera aussi important de comprendre ce qu'est et comment fonctionne cet ARA pour savoir comment le présenter au justiciable. Cet ARA va devoir, malgré tout, faire face à un principe de réalité, c'est-à-dire que comme elle sera faite par des juges, magistrats à titre temporaire, juges honoraires avec des fonctions juridictionnelles ou autres juges, ça n'est pas limitatif, eh bien, il va falloir avoir des juges disponibles. Donc, pour pouvoir décider d'une audience de règlement amiable, tout dépendra de l'ordonnance de roulement. Mais on va le voir ici, donc, l'identification des cas dans lesquels il sera intéressant d'envoyer un règlement amiable va véritablement dépendre à la fois de contingences matérielles et concrètes, est-ce qu'on a suffisamment de juges, mais également d'une identification des litiges qui seraient adaptés et du bon moment. Et là encore, une communication, une discussion entre les partenaires de justice sera évidemment très intéressante. Alors, une fois qu'on aura décidé d'aller en ARA, c'est le greffe qui fera la convocation en indiquant bien que les parties doivent comparaître à cette audience de règlement amiable et qu'elles pourront être donc assistées par des avocats, même lorsque la représentation n'est pas obligatoire, évidemment. Déroulement de l'audience de règlement amiable. Alors là, c'est le grand mystère et ça crée malheureusement beaucoup d'incertitudes, d'inquiétudes, parce que la mentalité est quand même assez franco-française, attachée toujours au légicentrisme, voudrait qu'on ait un mode d'emploi dans le code de procédure civile qui indique exactement qui fait quoi, à quel endroit, à quel moment et comment je respire et comment je me positionne. En réalité, l'amiable, c'est de l'humain, c'est du relationnel, c'est une pratique. Il va donc falloir que chaque juridiction étudie, pratique, expérimente l'ARA. C'est peut-être la raison pour laquelle elle n'est aujourd'hui prévue que devant le tribunal judiciaire pour pouvoir expérimenter l'ARA. Et ici, il va falloir évidemment entrer dans un sas aujourd'hui un peu inconnu. D'abord parce que ce sera une audience sans greffier.
qu'il ne s'agit pas de noter des choses, c'est un sas totalement confidentiel, tout ce qui est dit, écrit, échangé reste confidentiel, et c'est pour ça que c'est un autre juge qui tient l'ARA. Et cet ARA amènera donc à une prise de connaissance, à une tentative de communication nouvelle avec les parties pour trouver une solution amiable. Là, les textes nous disent simplement que le juge va devoir prendre en compte les intérêts, besoins et positions des parties, ce qui fait penser à de la médiation, mais qui devra également rappeler les principes juridiques applicables à l'affaire. Ce qui fait plutôt penser à de la conciliation, et même pour ceux qui font du droit social, je vous rappelle que les conciliateurs prud'homaux ont l'obligation d'informer les parties sur leurs droits avant de tenter un mode amiable. Donc ici, on est dans une négociation à l'ombre du juge, une négociation avec un sas totalement gratuit, à l'intérieur de la juridiction, ce qui marque bien l'idée qu'on ne se débarrasse pas du justiciable, que c'est l'office de la justice que de répondre à cette autre forme de demande en justice. Alors évidemment, là, il va falloir s'ajuster. Le texte nous dit que les juges pourront prendre connaissance des conclusions. C'est une possibilité, pas une obligation. Ça dépendra du stade de l'instance où on sera, et ce sera utile notamment justement pour donner un avis. Il ne s'agit pas de dire voilà la décision que j'aurais donnée comme juge et on commence cette discussion, mais il s'agit de connaître le cadre juridique. Évidemment, cette audience posera des questions dans un second temps pour savoir quand, combien de temps, où, est-ce qu'il y en aura plusieurs ou pas, quelle sera la posture des intervenants, robe ou pas, on en discutait hier soir encore, toutes ces questions extrêmement intéressantes. Et tout cela pour aboutir à un dénouement, soit pas de mode amiable, ça n'est pas une obligation, on n'a pas le fusil sur la tempe, et dans ce cas-là, on reprend le cours de l'instance, sachant qu'on ne reprend jamais l'instance de la même façon. Même s'il n'y a pas eu un accord amiable, des choses ont pu être décantées. Ça peut aussi simplifier la suite très contentieuse et ça peut aussi donner lieu à un mode amiable 6 mois ou 1 an après, le temps que les choses aient été digérées. Soit un accord qui pourrait être constaté par le greffier que l'on appellera à ce moment-là. Alors, je sais que ça crée des stress de la part des greffiers pour se demander, mais alors, est-ce qu'on fait des permanences, jusque quand? Ça va dépendre justement de la manière, puisque tout est connecté, dont les audiences seront tenues. Et puis, si jamais ce n'est pas un titre exécutoire délivré à la suite de l'audience de règlement amiable, les avocats pourront faire un acte contresigné par avocat qui donnera lieu à la position de la formule exécutoire par le greffe, éventuellement même une homologation. Tout est ouvert. Ici, vous avez une boîte à outils qui est amplifiée de nouveaux outils extrêmement intéressants qui permettent d'avoir une autre position, une autre posture, et c'est ça qui va être extrêmement stimulant. Et donc, l'idée, c'est de commencer par ce déclenchement de l'audience de règlement amiable, peut-être commencer par le magistrat, comment on s'organise dans cette audience, comment on identifie donc, à la fois comment on identifie les matières litigieuses et puis comment on fait avec les ressources de la juridiction. Très bien, merci beaucoup. Alors, est-ce que ça fonctionne? On m'entend bien? Tout parfait. Merci. Je suis moi aussi ravie d'être là aujourd'hui pour vous aborder l'amiable, évidemment, sous un angle mise en œuvre et pratico-pratique après ce rappel extrêmement intéressant et exhaustif du dispositif. Avant de démarrer, je veux vous indiquer qu'avec un magistrat par juridiction sur mon ressort, nous avons fait un déplacement en Belgique pour aller voir comment se pratique l'ARA, puisque effectivement ça se pratique au Québec, mais quand même plus pratique, surtout quand on est en Alsace, d'aller en Belgique. Et puis c'est aussi une pratique très, très importante aux Pays-Bas. Je voulais juste vous indiquer que donc on a pu dans ce cadre-là assister à des audiences au cours de laquelle le juge renvoyait l'affaire en ARA, et puis on a aussi assisté à des audiences de conciliation, et nos collègues belges nous ont dit qu'ils étaient extrêmement enthousiastes. Le dispositif a été mis en place différemment de celui que nous connaissons nous, puisque au contraire, la Belgique avait fait le choix de l'introduire pour les procédures orales en matière familiale. Donc c'est l'angle opposé. Mais en réalité, les Belges ont été tellement enthousiastes par ce dispositif que de manière prétorienne, ils l'ont étendu à toutes les matières en procédure civile écrite ordinaire et donc en font un usage très important. C'était très intéressant de rencontrer ces collègues parce qu'évidemment, il y a 10 ans, ils étaient exactement dans la situation dans laquelle
on est aujourd'hui, c'est-à-dire de se dire, bon, très bien, comment est-ce qu'on va faire marcher cette nouvelle chose? Voilà, donc c'était tout à fait intéressant. Donc, je me référerai de temps en temps à l'exemple belge. Alors là, aujourd'hui, on est là dans la position de la mise en œuvre prochaine de cette réforme, puisque vous savez qu'elle va être applicable aux instances introduites à partir du 1er novembre. Et il y a tout un travail préalable qui doit être fait au niveau des juridictions. Un travail préalable qui nécessite évidemment de consacrer la place de l'ARA dans la politique générale de la juridiction en faveur de l'amiable, mais il est impératif d'envisager ça dans la mesure où le texte tel qu'il est prévu nous oblige en réalité à prévoir l'ARA dans les ordonnances de roulement. Donc ça veut dire qu'on est pas dans un cadre assez informel comme celui qu'on peut connaître pour les autres modes amiables, puisque là, il va bien falloir qu'on s'intègre dans cette ordonnance de roulement. Alors, comment est-ce qu'on va la construire, cette ordonnance de roulement? Ça tombe bien, c'est la période, on attend la transparence, mais on va bientôt s'y plonger. D'abord, on a 2 contraintes qui résultent du décret. La première contrainte, c'est que le juge qui tente de concilier ne pourra pas juger ensuite. Ça, c'est évidemment une différence très importante avec la conciliation faite par le juge tel qu'on la connaît tous quand on est JCP ou juge aux affaires familiales et qu'on n'a pas d'audience avec trop de dossiers. On a l'habitude de tenter d'essayer de mettre d'accord les parties sur un point et puis si ça ne fonctionne pas, de rendre une décision après sur la totalité et le cas échéant en reprenant les points sur lesquels on est d'accord. Là, le texte nous dit le juge qui tente de concilier ne peut pas juger. Ça, c'est la première contrainte. La deuxième, c'est que le juge conciliateur est soit un juge de plein exercice, soit un magistrat à titre temporaire, soit un magistrat honoraire juridictionnel. Je précise que donc les magistrats honoraires non juridictionnels, qui sont aussi dans nos tribunaux et dans nos cours d'appel, ne peuvent donc pas être juges conciliateurs. Donc ça, c'est la première contrainte. Ensuite, il est évident que la réussite du dispositif dépendra sans doute du fait qu'il faut évidemment confier ces conciliations à des juges qui sont intéressés par ce dispositif et qui connaissent le contentieux en question, puisque, comme on l'a dit, à un moment dans le temps de la conciliation, il faudra évoquer les grands principes applicables à l'affaire. Et sans doute aussi que la réussite tiendra au fait que ce qui pourra rassurer les parties, c'est que cette audience de conciliation est faite par un juge et se tient au sein de la juridiction. Donc il est impératif qu'on choisisse quelqu'un qui connaît le contentieux et évidemment qui est intéressé par le dispositif, sinon c'est un peu dommage. Donc pour le président ou le premier vice-président qui aujourd'hui se dit bon, comment je vais organiser ça, la première question qu'il doit se poser est quel binôme je vais constituer. Et la question, évidemment, elle est plus difficile à résoudre quand on est à Saverne que quand on est à Strasbourg. C'est-à-dire que plus on a des juridictions de petite taille, et plus ce sera compliqué de constituer ces binômes. Et je pense qu'à partir de ces binômes, ensuite, on va pouvoir déterminer quels seront les contentieux qui seront choisis. Alors, moi, sur mon ressort, ce qui est envisagé, c'est de le retenir pour la liquidation des régimes matrimoniaux, pour les baux commerciaux, pour la matière commerciale. Vous savez qu'en Alsace-Moselle, la matière commerciale est traitée par les juridictions ordinaires. Ils sont également évoqués les contentieux en matière de copropriété et puis peut-être la question des droits de visite des grands-parents qui d'ailleurs avait été mise en avant dans le cadre des États généraux. Donc, il est possible que nous le fassions aussi en cette matière. Mais en réalité, les matières, elles sont déterminées dans les juridictions, en réalité, à partir de ce binôme qui va pouvoir prendre ces audiences. Évidemment, dans la construction, il y a un point qui est tout à fait important, c'est que le temps qui est consacré à la conciliation par les juges, il n'est pas consacré à la rédaction. Donc, il faut aussi qu'on ait une organisation qui nous permet de faire en sorte que ces juges, et ça vaut de la même manière pour les MTT et pour les magistrats honoraires, parce que les MTT aujourd'hui et les magistrats honoraires qui sont en juridiction, ils sont occupés. Donc, toutes ces personnes qui vont faire de la conciliation, pendant qu'elles feront de la conciliation, elles ne feront pas autre chose. Donc, il faut aussi, dans nos organisations, prévoir une organisation
permet de réduire un peu la partie rédaction et donc concrètement le nombre de dossiers qui seront affectés à ces juges pour consacrer le temps qui sera dédié à la contestation. Donc, et nos collègues belges, lorsqu'on leur en a parlé, nous ont dit oui, en réalité, on a diminué les audiences de contentieux. In fine, quand le fonctionnement sera optimal, sans doute que ça sera une organisation tout à fait vertueuse parce que, en réalité, ces conciliations seront conclusives dans un certain nombre de cas et que, in fine, le fait de réduire le temps de rédaction sera tout à fait compensé par cette conciliation. Mais au démarrage, on est bien obligé de prendre ces éléments en considération. Donc, il y a un équilibre assez délicat à trouver et il faut démarrer avec, à mon avis, certains contentieux et envisager un démarrage plutôt progressif. Ensuite, on pourra sans doute prévoir un déploiement plus large et puis une organisation plus souple, mais on a quand même cette contrainte des 2 juges. Alors, toujours au stade de cette préparation pour la mise en œuvre, je crois qu'il est absolument impératif de travailler l'organisation également en amont avec les barreaux. Alors, à Colmar, parce qu'en Alsace, on aime bien manger, on va organiser un petit déjeuner de l'amiable, mais ça peut prendre une autre forme. Mais il est vraiment évidemment nécessaire que l'on ait le soutien du barreau. Personnellement, la conciliation ordonnée d'office, j'ai quelques doutes, on verra à l'usage si ça fonctionne bien, mais je le disais tout à l'heure, ce temps consacré à la conciliation par le juge, c'est pas la même chose que d'envoyer un dossier en injonction de rencontrer un médiateur qui se fait à l'extérieur de la juridiction et qui en réalité n'impacte pas le fonctionnement de la juridiction. Là, on peut difficilement se dire je renvoie 15 dossiers d'office et puis on verra bien ce que ça donne, parce que évidemment, et qu'il faut que nos audiences de conciliation ne soient pas à 6 mois premièrement, et deuxièmement, il faut que ça soit du temps utile. Donc, il est impératif qu'on puisse travailler avec le barreau pour partir sur des conciliations qui ne sont pas des conciliations ordonnées d'office. Sur le moment de la préparation de l'audience, à proprement parler, donc maintenant, une fois qu'on a eu qu'on a réglé tous ces prérequis au niveau des juridictions, c'est un petit rappel, mais ça a déjà été longuement évoqué. On a évidemment de nombreux outils à notre disposition pour l'amiable et il nous appartient en tant que juge à choisir l'outil le plus adapté. On dit souvent que pour la médiation, il s'agit plutôt de la résolution du conflit que du litige, donc une approche assez vaste. Pour la conciliation, on est sans doute sur une approche beaucoup moins globale. La question du coût aussi est un critère, évidemment, pour l'envoi d'un dossier en médiation ou en conciliation. Et enfin, on a des conciliateurs de justice qui font un travail extrêmement efficace qui subsiste. Donc, il faut de toute façon se poser la question de quel est le mode amiable le plus adapté. Si finalement on retient l'ARA et on est dans le champ prévu par l'ordonnance de roulement, il est impératif, évidemment, comme à chaque fois, de préparer l'audience en amont et de regarder cette audience afin de déterminer les dossiers qui sont adaptés. Je le disais tout à l'heure, on n'aura pas beaucoup de place en conciliation au départ. Et encore une fois, il n'est pas question d'ordonner un renvoi en conciliation à 6 mois. Sinon, très rapidement, les avocats vont nous dire bon, c'est gentil, mais ça nous fait perdre du temps. Donc, on n'est pas satisfait de cette procédure. Et puis, dans le choix des dossiers, l'autre aspect qui est extrêmement important, c'est que évidemment, puisque c'est un processus qui démarre, il faut que celui-ci réussisse. Donc, il faut qu'on envoie, à mon avis, plutôt des dossiers pour lesquels on pense que ça va fonctionner, pour pouvoir afficher des résultats, pour convaincre et lever les réticences. On sait qu'il y a notamment certaines réticences chez des avocats qui sont également médiateurs et qui peuvent se dire, bon, ce dispositif, comment est-ce qu'il va s'articuler avec la médiation et est-ce qu'en réalité, ça ne va pas être un recul de la médiation? De mon point de vue, non, mais de fait, il peut y avoir cette crainte chez certains avocats.
Enfin, une fois qu'on est à l'audience et qu'on a donc ces dossiers qui sont retenus, évidemment qu'il faut convaincre les parties. Alors, nos amis belges disent qu'il faut mouiller la toge. J'aime bien l'expression. Oui, mais là, j'étais. Voilà. Et évidemment qu'il est nécessaire au moment de l'audience de pouvoir convaincre les parties d'aller en conciliation pour toutes les raisons que j'indiquais. Voilà, je s'arrête là. Donc, on aura bien compris, préparation, concertation, adaptation. Donc, il n'y aura pas un tsunami au 1er novembre. Tout ne va pas être envoyé en ARA. Ça ne se fera pas de manière autoritaire, mais en concertation avec les barreaux, et c'est ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et il y a bien une articulation de l'ARA avec les autres modes amiables. Il n'y a pas de concurrence, il y a une complémentarité. Les modes amiables doivent s'articuler les uns aux autres. Ce n'est pas parce qu'on aura des envois en ARA qu'il n'y aura plus d'injonction de rencontrer un médiateur. Ce n'est pas parce qu'il y a des ARA qu'il n'y a pas de place pour autre chose. Comme en tant que magistrat, vous choisirez l'outil le plus adapté, eh bien, parfois ce sera de la médiation, parfois de la conciliation, parfois de l'ARA. Juste que je rajoute un mot quand même, toujours sur la préparation de l'audience. Je crois qu'il est impératif lorsqu'on envisage de partir sur une audience de conciliation, d'éviter tout effet de surprise pour les avocats. Donc, on l'a vu, ça va être un certain nombre de dossiers qui sera limité. Donc, à mon avis, il est de bonne politique, si on envisage d'aller en conciliation, d'aviser les avocats avant l'audience. Nathalie Fricero, tout à l'heure, évoquait la nécessaire coopération. En cette matière, comme en toutes les autres matières, c'est évidemment extrêmement important. Il faut se dire que il faut prévenir en réalité tout problème de positionnement après pour l'avocat qui, lorsque son client sait qu'il part à l'audience, le client s'attend à voir à l'issue de l'audience une date de délibéré. Si l'avocat lui dit bah non, c'est pas une date de délibéré, en fait c'est renvoyé, il va falloir qu'on aille rencontrer le juge, on comprend bien que ça peut être assez compliqué à expliquer. Alors que si évidemment ça a été travaillé en amont, les chances de réussite sont largement décuplées. Et pour qu'il y ait des chances de réussite et que ça soit travaillé en amont, encore faut-il que l'avocat soit informé. Donc là, puisqu'on démarre avec très peu de dossiers, je pense que l'appel téléphonique ou le message à l'avocat pour l'aviser à l'avance est tout à fait opportun. Voilà. Alors justement, point de vue de l'avocat, sur cette préparation en amont, sur cette concertation, sur les cas où on pourrait demander au juge, solliciter du juge une ARA, être contre, comment on prépare son client, sur toutes ces questions, Laurence? Oui, merci. Merci Soraya. Est-ce que le micro marche? Merci. Il faut bien avoir dans l'idée quand même que l'ARA, c'est le premier mode amiable triangulaire qui met en place le justiciable, le juge, l'avocat. Et on est dans l'amiable, et l'amiable ne se fera, ainsi que l'a indiqué Valérie Delneau fort justement, qu'avec un dialogue, une communication en amont, pendant, après, entre le juge et l'avocat. Ça va se faire, je dirais, au niveau des ordres et des magistrats par le choix des dossiers qui peuvent partir en ARA en procédure judiciaire avec représentation obligatoire, et ensuite par l'organisation même de ces audiences, où là, il est vrai que les questions sont multiples et qu'à ce jour, nous avons certaines réponses, mais certainement pas toutes les réponses. Dans quel cas, pour l'avocat, parce qu'il faut aussi penser que le juge peut ordonner l'ARA, mais l'avocat peut aussi suggérer l'ARA au magistrat. Et il est, à mon sens, évident que dans le cadre d'un dialogue commun, et une ARA ne marchera que lorsque il y aura eu une communication, un dialogue et l'accord des parties. Je ne pense pas, dans un mode amiable et dans un souci de réussite et d'aboutissement, que d'obliger une partie à aller en audience de règlement amiable puisse bénéficier à ce mode et à cette résolution du différend. Il me paraît également que le juge qui va chapeauter cette audience devra dialoguer avec l'avocat. Comment allons-nous pouvoir ensuite, nous, avocats, proposer l'ARA? Il faut l'envisager dans les dossiers où
il y a une conciliation, une ouverture et on discutait préalablement avec nos clients. Je vous rappelle, pour tous les avocats, que l'article 6.1 du RIN nous fait l'obligation au premier rendez-vous d'évoquer les modes amiables avec nos clients. Aujourd'hui, dans ces modes amiables, nous aurons l'ARA et tout avocat qui fait de la procédure judiciaire devra évoquer la possibilité d'une ARA avec son client lors du premier rendez-vous. C'est aussi pour l'avocat un changement de positionnement et un changement réel quand il sera avec son client, d'évoquer cet amiable. Recueillir l'avis des parties, et nous en avons discuté, je l'ai déjà indiqué, il me paraît indispensable que cela se fasse, et vous l'avez fort bien dit, en amont entre l'avocat et le magistrat, entre le magistrat et l'avocat, par une communication, là encore, afin de pouvoir avancer correctement. L'avocat devra préparer impérativement son client à cet ARA. Il devra l'informer parce que nous n'aurons pas, quand un avocat accompagne dans un mode amiable, il n'a pas le même positionnement que lors d'une procédure ou en matière conflictuelle. Et afin que nos clients ne se sentent pas abandonnés, il faudra impérativement les prévenir avant l'audience de règlement amiable, parce qu'autrement, il aura à ce moment-là le sentiment ou l'impression de ne pas être défendu. Nous l'avons tous entendu lors de, mettons, de médiation, si le client n'a pas été préparé. Cela sous-tend que les avocats qui ne le sont pas encore devront se former à l'accompagnement dans les modes amiables. Nous ne sommes pas, tel qu'on l'entend régulièrement, des accompagnants nés dans les modes amiables. Il y a des outils, il y a des modes à appréhender et il est nécessaire de se former de ce point de vue-là. Il paraît aussi également et là on est un petit peu dans la notion de négociation, de discuter auparavant avec son client qu'est-ce qu'il est prêt, ce sur quoi il est prêt à renoncer, ce qui constitue pour lui des points sur lesquels il ne peut pas envisager de revenir en arrière. Comment va-t-il se positionner en fonction d'un positionnement de l'autre partie? Parce que ça aussi. Et en même temps, en rappelant les règles de communication de l'amiable, c'est-à-dire l'écoute, on ne coupe pas la parole, pas d'agressivité, pas d'insulte. Mais ça peut prêter à sourire, mais c'est pas forcément naturel lorsque vous êtes dans certains conflits familiaux ou autres, qu'au bout d'un moment, eh bien, il y a des difficultés, ou lorsque vous vous sentez remis en question, d'arriver malheureusement à ce genre de propos. Ce qu'il faudra aussi, et à mon sens là par contre c'est extrêmement important avec les magistrats qui vont pratiquer l'ARA, c'est combien d'audiences, la durée des audiences, comment allons-nous nous organiser? Tout simplement, cet ARA, à mon sens, ne peut pas se faire dans une salle de tribunal parce que ça ne correspond pas à un mode amiable. Il faut, et nous en parlerons tout à l'heure, envisager que le juge puisse se retirer puisqu'il pourra faire des apartés s'il l'estime nécessaire avec l'une des parties, que l'avocat puisse également pouvoir sortir et discuter avec son client, le tout dans un cadre confidentiel. Il est évident qu'il faudra à chaque fois expliquer au client, expliquer au justiciable le pourquoi du comment de cette audience de règlement amiable. Et une question que je me suis posée en préparant mon intervention, robe ou pas robe?
Et j'en suis arrivée à la conclusion que l'avocat est dans sa fonction. Nous sommes dans l'enceinte d'un tribunal et il porte la robe. Mais là encore, il appartiendra après au juge de se positionner. Mais quelle que soit la décision prise, il faudra l'expliquer. Il faudra communiquer avec le justiciable, communiquer avec le juge, et le tout en toute transparence, afin que les parties puissent se sentir en confiance, se sentent écoutées et entendues. Merci beaucoup. Donc, le justiciable qui a été informé, préparé par son client, finalement, il va y avoir une convocation à l'ARA, qui est une convocation extrêmement intéressante, extrêmement importante, puisque notamment, cette convocation va permettre d'interrompre l'instance et en même temps d'interrompre le délai de péremption. Alors, ça pourrait faire sourire, mais on ne sait pas du tout à quel moment on va décider d'aller en ARA. Donc, si un dossier s'essouffle depuis plus de 20 mois, ça pourrait être intéressant d'avoir cet effet-là. Alors, quid du greffier? Quel positionnement vis-à-vis du justiciable? Quelles questions au moment de la convocation? Je vous remercie. Lanine, est-ce que c'est bon pour le son? Du micro, je crois. Ouais. OK. Alors, on va parler un peu plus près du micro. C'est bon. Alors, le greffier, le technicien de la procédure. D'ailleurs, je suis ravie, pour une fois, on s'exprime devant des... C'est nous qu'on écoute. Donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau texte, le greffier technicien de la procédure dit « Ok, c'est bien beau, mais question, comment va-t-on faire, nous, de notre côté ?» Et je pense qu'avant la convocation, va se poser la question du recueil de l'avis des parties. Parce que Maître Joly vient de l'évoquer, en représentation obligatoire, l'avocat sera le relais naturel de cette demande de recueil de l'avis des parties. Mais quid des dossiers sans représentation obligatoire, où là, le justiciable et son interlocuteur naturel, c'est le greffier. Donc déjà, comment nous allons matérialiser cette demande de recueil d'avis des parties? Je vous informe que pour l'instant, nous n'avons aucune trame, même pas l'annonce de trame. Nos chères trames qui nous aident grandement à matérialiser nos actes de procédure. Et ensuite, en représentation, sans représentation obligatoire, comment allons-nous contacter les parties pour recueillir leur avis? Devons-nous leur laisser un certain délai? Et surtout, quand ils viendront voir les greffiers en juridiction, je pense notamment à mes collègues du SAUJ, comment trouver un équilibre entre notre obligation d'information des parties sur la procédure, mais notre interdiction de conseil, parce que le conseil, c'est le rôle des avocats. Donc, avant déjà la matérialisation de la décision de renvoyer en ARA, il va falloir recueillir la parole des parties en procédure avec représentation obligatoire, pas de souci, faites expliquer à votre client, mais sans représentation, comment les collègues en juridiction vont devoir se positionner. Bien, ça pose quand même beaucoup de questions. Alors, Madame Amrani a parlé de la convocation. J'ai essayé de réfléchir sur le texte et je pense que le temps de matérialisation de la décision d'ARA et le temps de convocation seront différents. Là, j'ai vraiment essayé de faire de l'exégèse du décret et ça dit bien que le juge initialement saisi peut décider que les parties seront convoquées, donc dans un temps postérieur. Donc, d'abord, matérialiser la décision d'ARA. Et ensuite, dans un second temps, quand le juge chargé de l'ARA aura vu les dossiers qui lui ont été envoyés, à partir de ce moment-là, il décidera des modalités de l'ARA, parce que ça peut se faire, effectivement, Maître Joly l'a rappelé, je crois, séparément. Il peut recevoir les parties séparément. Donc là, ça veut dire convocation à des horaires, voire à des jours différents, pourquoi pas. Il peut se déplacer sur les lieux. Donc là aussi, j'estime que ce n'est pas judicieux de convoquer les parties dès la décision d'ARA. Donc, ce n'est que mon humble avis, mais il me semble que ce sont vraiment deux actes différents. Je ne suis pas dans la tête du législateur. Ouais. Alors après, vraiment côté pratico-pratique, nous devrons rentrer la décision d'ARA dans notre logiciel métier. Alors, les avocats et les magistrats ne le savent certainement pas,
Mais une décision d'interruption de procédure, elle clôture notre dossier informatique. Et même si ça ne compte pas comme une audience, comme une instance terminée, eh ben pour nous, ça compte comme un dossier fini. Donc, quid? Nous avons bien un code décision qui dit constate une interruption de l'instance, mais après, qu'est-ce qui va se passer de notre dossier très concrètement? Est-ce qu'il sera clôturé? Et dans ce cas-là, il faudra un nouvel enregistrement dans un service qui sera créé spécialement pour les dossiers renvoyés en ARA. Ou est-ce qu'on considérera que, non, il y a une instance, elle se poursuit avec l'ARA qui est finalement un mode particulier d'audience, mais ça n'interrompt pas notre dossier, et après on continue jusqu'à l'issue de l'ARA, que ce soit un accord ou non. Donc toutes ces questions, on va se les poser, et on va se les poser très rapidement, vu que les ARA peuvent être introduites en quelques jours, c'est-à-dire semaines. Voilà. C'est très intéressant. On voit quand même l'intérêt à impliquer les greffiers dans les réflexions, quand même, pour voir ce que ça donne, parce que notamment quand il va falloir évaluer l'ARA, il faudra savoir combien il y a eu de convocations, combien ça s'est passé, etc. Et donc, si on n'a pas une trame de convocation qui débloque le comptage des convocations ARA, on ne pourra pas l'évaluer. Exactement. Alors, après, les transformations de l'informatique, ça n'a pas de difficulté. Il faut juste le temps que les services informatiques de la chancellerie réagissent. Donc, on espère rapidement parce que la procédure, elle va arriver. Les premières procédures, je pense, vont arriver rapidement. Maître Joly nous disait en réunion de préparation qu'elle était déjà prête à réclamer des ARA dans certaines procédures qu'elle a sous le coude. Donc, toutes ces questions, on va rapidement se les poser dans les greffes. Et on attend avec impatience des instructions précises. Je vous remercie. Merci d'avoir souligné la différence parce que le texte parle de décision de convocation et le terme décision de convocation, c'est un terme un peu ovni. Et en fait, il décide de convoquer, mais la décision de convocation n'est pas la convocation elle-même. D'où le décalage de temps. Je suis un peu traumatisée sur les délais, ayant fait ma thèse sur le temps, donc d'où le décalage entre le moment de la décision et le moment effectif de la convocation. Après, pourquoi pas indiquer la date, les modalités de convocation dès la décision d'ARA, surtout si c'est le même greffe qui suit les dossiers. Après tout, pourquoi pas? On a le calendrier des audiences fixées, etc. Mais se pose la question, le juge en charge de l'ARA a la possibilité de décider des modalités, je perds mes mots, désolée, des modalités de comment va se tenir l'ARA. Et notamment, est-ce qu'il va choisir de rencontrer les parties séparément? Est-ce qu'il va choisir d'aller sur les lieux? Je pense notamment aux dossiers, pourquoi pas les dossiers en procédure avec représentation obligatoire de servitude. Pour avoir exercé à l'époque en chambre civile représentation obligatoire, les dossiers de servitude de passage, les juges aimaient bien aller faire une vue des lieux, déjà pour se faire une idée des situations et parfois inciter les parties à la conciliation. Donc, voilà. Alors justement, une fois qu'on a vu le déclenchement et qu'on est sur le déroulement de l'ARA, quid du positionnement du juge? On a toujours dit, je rappelle les mots du doyen Cornu, juger et concilier sont deux missions sœurs, sinon jumelles, et il n'empêche que, alors je salue le travail de l'ENM sur la formation express mise en place pour former les juges sur l'ARA. Alors justement, quel sera le positionnement? Médiateur, conciliateur, autre chose? Se déplacer, pas se déplacer, des caucus, pas de caucus? Oui, alors je ne suis pas certaine d'avoir les réponses à toutes ces questions. Sur l'organisation de l'audience, ce que nous avons vu en Belgique, c'est 3 dossiers sur une matinée et 1 heure consacrée à chaque dossier renvoyé en audience de conciliation. Donc, le positionnement du juge pendant ce temps d'audience,
il est évidemment une question que vont se poser tous les magistrats. Et le positionnement, à mon avis, ne peut pas être celui d'un médiateur à proprement parler, parce que d'abord, il n'a pas la formation du médiateur. Et puis, on n'est pas exactement dans le fonctionnement de la médiation. Et puis, il est sans doute plus proche de celui du juge conciliateur qu'il a connu dans d'autres fonctions, comme par exemple en qualité de juge du contentieux de la protection ou en qualité de juge aux affaires familiales. Ce que je veux souligner, c'est que sur cette question de positionnement, il y a effectivement la formation très importante en formation continue qui se met en place par l'ENM, mais il y a aussi et surtout une formation déconcentrée qui est extrêmement intéressante parce que celle-là, elle peut se mettre en place très rapidement. Elle est dédiée dans un premier temps à un public de magistrats et de greffiers et elle se tient sur 2 jours et elle accueille 20 participants et ça se met en place très rapidement puisque à Colmar, nous la mettons en place le 9 et 10 novembre. Donc, c'est extrêmement rapide. Une journée sera consacrée au cadre procédural, au déroulement de l'instance et à la posture du juge. Et une journée sera consacrée à des simulations pour l'approfondissement des méthodes de conciliation. Donc, dans cette audience, quel est le rôle du juge ? Le décret nous dit qu'il doit veiller à l'équilibre des points de vue, il doit rappeler si nécessaire les principes juridiques applicables. Alors, je pense, alors chaque juge sans doute aura sa façon d'aborder son audience, mais je ne pense pas que l'on démarre par un rappel des principes applicables et que c'est plutôt une audience qui démarrera par l'écoute des parties et puis après, quand le juge peut-être reformulera, à ce moment-là, il pourra y avoir un rappel des principes juridiques si c'est nécessaire. Effectivement, il est prévu la possibilité de se transporter sur les lieux. C'est quelque chose qui est bien connu des JCP et des ex-juges d'instance. Je pense que si le juge qui renvoie en ARA décide de faire le transport sur les lieux tout de suite, évidemment, il le signalera au greffe. Et dans ce cas-là, il faudra prévoir un rendez-vous qui, de fait, forcément sera différent parce qu'il ne sera pas autour des temps pour l'audience, puisque ça ne se passera pas au tribunal. Mais il est aussi possible que le transport sur les lieux se décide dans un second temps, puisque lorsque l'heure ne suffit pas pour la conciliation, il est évidemment possible de renvoyer sur une autre audience de conciliation. En tout cas, c'est la pratique belge et ça me paraît tout à fait opportun. Et puis, il est prévu effectivement cette possibilité d'entendre les parties séparément. Il faudra voir là aussi à l'usage quelle est l'utilité de ce dispositif et son opportunité. Est-ce que ce sera pour s'assurer du consentement de chacune des parties? Est-ce que cet entretien avec chacune des parties se fera en présence de son avocat? Il me semble que oui. Mais évidemment, tout ça sont des choses qu'il faudra avoir à l'usage. Voilà. Sur le fait d'entendre chaque partie séparément, on sort un peu d'une procédure de ce type en matière de divorce qui était moyennement concluante, donc nous verrons à l'usage. Enfin, il est prévu que le juge peut prendre connaissance des pièces. Donc, ça veut dire, par exemple, que si on veut venir dans une affaire de liquidation de régime matrimonial, évidemment, il faut venir devant le juge avec des documents qui vont lui permettre de voir qu'est-ce qu'il y a à partager et comment ce partage peut se faire. Donc, c'est un rôle qui est en réalité, à mon avis, assez proche de la conciliation habituelle que les juges ont l'habitude de mener, qu'ils ne mènent pas aujourd'hui, en réalité, faute de temps, en audience compte tenu du nombre de dossiers, mais je pense qu'on sera sur un exercice assez proche de celui qui est connu. Dernier mot sur le lieu de cette audience. Je rejoins ce que disait Maître Joly à l'instant sur le fait que, évidemment, ça ne peut pas se tenir dans une salle d'audience. Ça se tient bien au tribunal, mais pas dans une salle d'audience. Évidemment, ce qui est préférable, c'est une chambre du conseil ou bien un cabinet dans lequel on a suffisamment d'espace pour recevoir les parties. Mais évidemment, ça ne peut pas se tenir dans la salle d'audience, sauf à l'aménager différemment.
Mais La robe. on ne peut pas avoir le juge, évidemment, sur l'espace de tribune. S'agissant de la robe, là aussi, on a quand même des pratiques très différentes selon les juridictions. En parlant tout à l'heure, là, au moment du café, j'interrogeais mes interlocuteurs avocats, je leur disais, mais vous, dans les juridictions dans lesquelles vous plaidez, les juges portent la robe ou pas, par exemple, en matière d'affaires familiales, hors divorce? Et en fait, la pratique est très différente selon les juridictions. Donc, je pense que sans doute que ce sera aussi une pratique différente selon les juridictions pour ce qui est du port de la robe. Je voudrais insister sur le fait que le texte précise qu'il y a un rappel des principes juridiques ne veut absolument pas dire que le juge va juger en ara en disant la solution ce serait ça et voilà la solution. Je voudrais aussi vous dire qu'il est faux de croire que les modes amiables se font hors le droit, hors la loi. Le droit encadre les modes amiables et le droit est de toute façon toujours une étape dans le processus amiable parce qu'il y a un moment donné où on étudie les données du conflit. Et dans ces données, il y a des données économiques, il y a aussi des données juridiques. Alors effectivement, la question va être de savoir, dans la posture du magistrat, quelle est la juste distance par rapport à ces règles de droit, et ça va être très intéressant. Et quand on se pose la question médiation-conciliation, on revient toujours à l'idée, est-ce que le magistrat va proposer l'accord ou est-ce qu'il ne le proposera pas, ce qui peut aussi dépendre de sa formation initiale, de savoir si par ailleurs il a été formé à la médiation ou pas. Et donc ça va se découvrir au fur et à mesure, sachant que c'est très particulier. C'est très particulier d'avoir une audience sans greffier parce que ce n'est pas juridictionnel. C'est très particulier aussi pour un magistrat de faire des caucus, parce que des apartés par rapport au principe du contradictoire, c'est quelque chose qui ne s'entend pas, mais on est dans autre chose. Alors justement, cette autre chose, ça interroge la posture de l'avocat qui est présent en ara et qui peut se poser la question de savoir, je parle, je ne parle pas, je mets une robe, je n'en mets pas, je sollicite un aparté avec mon client ou pas, comment tout cela fonctionne, et puis aussi de manière un petit peu triviale, parce qu'il faut aussi parler des choses concrètes, hein. C'est une condition de l'ara aussi, comment je facture mon client dans une mission d'accompagnement en ara. Oui, l'avocat va, au niveau du son, c'est toujours bon, merci. L'avocat, lorsqu'il va être présent donc à cette audience, et je l'ai indiqué tout à l'heure, aura une posture qui n'est pas celle qu'il a dans une audience juridictionnelle en ayant informé préalablement son client. J'ai réfléchi au rôle de l'avocat pendant cette audience de règlement amiable. Il me semble, et on n'est pas en médiation, puisque pour ceux qui n'ont pas accompagné leur client en médiation, l'avocat est taisant et c'est le justiciable, le client, qui parle avec le ou la médiatrice. Par contre, je pense que l'avocat en ara devra laisser son client et le justiciable s'expliquer, mais pourra et devra intervenir, peut être force de proposition. Et ce, dans un dialogue aussi avec le juge qui mènera cet ara. Il faut bien penser quand même que, comme le texte le prévoit, le juge en ara peut demander les pièces et conclusions, notamment, je pense à deux matières, régimes matrimoniaux, liquidation de régimes matrimoniaux et succession. Cela sous-tend, et là le tempo du moment où l'ara est déclenché est sous-tendu par le texte. Cela veut dire que le demandeur a assigné, communiqué ses pièces et que le défendeur a conclu et communiqué ses pièces, dans un souci et dans un respect du principe du contradictoire. Je ne conçois pas qu'une ara puisse être mise en œuvre alors que seul le demandeur aurait assigné et communiqué ses pièces. Ce n'est, à mon sens, d'un point de vue de l'équilibre et dans l'idée que cette audience et cet ara puissent aboutir, inconcevable. Et là, c'est le texte, et c'est aussi le positionnement du juge en ara lorsqu'il voudra avoir ses conclusions et pièces. Il y a également dans le texte la possibilité de prévoir une expertise. Et là, je vais renvoyer au fait que
le Code de procédure civile, et cela peut s'enclencher dans le cadre de cet ARA, le Code de procédure civile nous permet de mettre en œuvre l'avis d'un technicien par un acte d'avocat. Et cet acte d'avocat dans le cadre de l'ARA me paraît tout à fait approprié quant à la mise en œuvre et à l'avis de ce technicien. Se posera par contre, et vous devrez l'avoir en tête, le problème de la confidentialité, puisque l'ARA, tout ce qui va se passer en ARA, écrit, oral et confidentiel. Si vous demandez l'avis d'un technicien et que cet ARA n'aboutit pas, vous avez tout intérêt à lever la confidentialité de l'avis de ce technicien, puisque le Code de procédure civile dit bien que l'avis de ce technicien vaut rapport d'expertise. La pratique nous permettra également de comprendre et d'ajuster nos positionnements, et c'est des points qui devront également être envisagés. Enfin, un mot sur les apartés, puisqu'il est indiqué que le juge peut entendre les parties séparément. Devra-t-il entendre les deux parties, une seule partie, avec avocat? Quand nous sommes dans des procédures avec représentation obligatoire, cela me paraît par contre évident et naturel. Mais si le juge souhaite entendre qu'une seule partie, parce que le texte ne l'exclut pas, et quand bien même il en entende une ou deux, il me paraît important que d'une part, l'avocat ait informé préalablement son client et le justiciable de cette possibilité afin qu'ils ne se sentent pas démunis. C'est une rupture totale de ce qui peut être et de ce que le justiciable envisage dans une procédure. L'information, la communication lui permettra de comprendre que d'une part, le contradictoire n'est absolument pas remis en cause, mais surtout que l'impartialité du juge n'est pas remise en cause. Et il sera aussi du rôle du juge de le dire et de l'expliquer. Et on sera à nouveau, et je l'ai indiqué tout à l'heure, dans une co-construction avocat, magistrat, magistrat, avocat. Et ce ne sera entendu par le justiciable que dans le cadre de cette co-construction. Il ne devrait pas, en ayant une communication correcte, avoir de difficultés quant à la mise en œuvre de ces apartés. Merci beaucoup. Alors, imaginons maintenant que tout s'est bien passé. Quand on arrive à la fin de l'ARA, on rebascule en instance s'il n'y a pas eu d'accord. C'est la question du respect de la confidentialité. Alors, le fait que ce soit deux juges différents est extrêmement important. Et puis, s'il y a un accord total, partiel, intervention du greffier à ce moment-là, alors, d'abord sur la confidentialité, ça fonctionne, le micro? Sur la confidentialité des échanges, alors le texte dit tout ce qui est écrit, fait et dit au cours de l'audience amiable. Donc ça veut dire que quand même il faut se tranquilliser. Les pièces qui étaient dans le débat avant l'ARA et les conclusions qui étaient dans le débat, évidemment, c'est pas parce qu'on aurait produit les pièces dans le cadre de l'ARA qu'on va s'interdire après de produire les pièces devant le magistrat qui serait saisi et qui jugera au fond. Donc, sauf un certain nombre de restrictions qui seraient liées à l'intérêt supérieur de l'enfant ou à une raison impérieuse d'ordre public ou de protection d'intégrité physique ou psychologique, le principe est vraiment la confidentialité de tout ce qui se dit dans le cadre des échanges de l'ARA. Et comme c'était rappelé à l'instant, évidemment, c'est facilité par le fait qu'on ait deux juges différents. Une fois que cette ARA se termine, à mon avis, quand elle se termine positivement, alors ça n'est qu'une possibilité, mais il me semble quand même judicieux de formaliser l'accord et effectivement de faire un procès verbal d'accord qui va permettre de mettre vraiment un point à cette instance et de profiter quand même de cet instant de concordance pour le matérialiser, parce que ça peut être il peut y avoir un certain aléa si on se dit qu'on va le formaliser quelque temps après. Je pense que c'est tout à fait important de pouvoir clôturer ces échanges en les matérialisant par un procès verbal d'accord, total ou partiel, c'est-à-dire que ça représente aussi tout son intérêt si c'est un accord partiel sur une partie du litige. Donc sur la rédaction de l'accord,
là, c'est le moment où, de nouveau, le greffier entre en scène et où on a besoin de ses compétences et de ses attributions spécifiques pour la formalisation. Je vous remercie. Alors oui, une audience sans greffier. Sacrilège. Non, ça ne me pose aucune difficulté personnellement pour éviter, comme nos collègues de CPH qui, pendant les audiences de conciliation, posent le stylo pendant la phase de négociation et attendent qu'on ait besoin d'eux. Donc, pourquoi pas? Mais nous reprenons toute notre place à la fin pour entrer en scène et faire notre attribution principale, c'est-à-dire matérialiser par écrit la parole des parties. Et là, dans notre ARA, l'accord intervenu, total ou partiel. Alors, au-delà des considérations d'organisation purement matérielle, comment est-on prévenu? Par téléphone, par SMS? Est-ce qu'il va falloir attendre des heures? Bon, au moins, on sera au greffe et on s'occupera qu'on vienne nous chercher pour rédiger un PV. Alors, j'ai entendu Madame la première présidente d'Ello dire ce serait important, essentiel que l'accord soit matérialisé immédiatement. Bah, pourquoi pas envisager un temps différent? L'audience d'ARA, la phase de négociation sans greffier, et puis on demande aux parties de revenir avec le greffier pour matérialiser l'accord. J'entends bien que ça crée une insécurité, une lourdeur, mais ça simplifierait l'organisation du greffe. Où est-ce que tu termines une lourdeur? Un équilibre à trouver. Ouais. Alors, notre accord est rédigé et on retombe là sur les conciliations judiciaires qui nous disent que le PV établi, le greffier peut en extraire des extraits, en faire un extrait et y apposer la formule exécutoire qu'il délivre aux parties, ce qui vaut titre exécutoire, à charge après pour les parties de respecter l'accord. Je trouve, alors là c'est une réflexion, je trouve un peu dommage que le texte n'ait prévu que le PV comme porte de sortie de l'ARA, comme matérialisation en cas d'accord, et notamment pour les dossiers où il y a représentation obligatoire, qu'il n'ait pas tout de suite été prévu la possibilité aux avocats qui seront présents de rédiger un acte d'avocat, puisqu'il existe maintenant une nouvelle catégorie de titres exécutoires, qui est l'acte issu d'une procédure, d'un mode alternatif de règlement des différends, contresigné par les avocats, auquel après il est demandé au greffe d'apposer la formule exécutoire. Ça aurait été intéressant, puis ça réglerait les problèmes présence du greffier qu'on demande de revenir à la fin de l'audience d'ARA. Et je trouve que là, c'est une opportunité manquée. Je crois que c'est tout à fait prévu et envisagé. Le texte ne le rappelle pas, mais les textes existent, les textes sont bien là. On peut tout à fait imaginer que les avocats rédigent un acte de procédure, enfin une transaction, et que celle-ci ensuite fasse l'objet de la position de la formule exécutoire. En fait, le texte n'a pas tout prévu, mais de toute façon, la chancellerie, lorsqu'elle a envoyé les textes et dans le tricolone, c'était bien indiqué et ça pourrait même être fait après. Mais effectivement, s'il y a un problème de disponibilité du greffe, c'est quelque chose qui est envisageable. Hein. À mon sens, le décret parle de PV. Après, si vous nous dites qu'il était déjà envisagé l'acte d'avocat. Parce que ça n'empêche pas, le texte dit, si jamais il y a un accord, il y a un PV, alors évidemment, c'est le greffier, etc. Mais on a d'autres textes du Code également applicables dans toutes les procédures, dans toutes les juridictions, qui nous disent que les avocats peuvent signer un acte de procédure d'avocat qui peut faire l'objet d'une formule exécutoire. Je pense que vraiment, ce sera... Enfin, vous auriez voulu que ce soit précisé et rappelé dans le texte, c'est ça? Au moins, oui, que ce soit précisé en disant, désormais, il existe d'autres possibilités. Ça pourrait être rappelé dans la circulaire. Oui, peut-être que la circulaire... Peut-être que la circulaire que nous attendons va le préciser. Mais en tout cas, mais vous avez parfaitement raison de le souligner, madame, vous avez vraiment raison, parce que en réalité, comme tout, il n'y a pas qu'une seule manière de faire. Il n'y a pas d'avocat, il y a le greffier, il y a un PV, c'est très bien, il y a des avocats, ça dépend à quel moment c'est fait. Ça peut aussi se faire par acte de procédure d'avocat et ensuite la commission. Finalement, à la fin de l'audience d'ARA, les parties disent on n'est pas d'accord, et puis avec un petit temps de réflexion, ils disent finalement, ok, on s'accorde sur certains points. À partir de là, pourquoi pas retomber sur l'acte d'avocat auquel il sera posé ensuite la formule exécutoire par le greffe. Pas de souci. Oui. Les avocats rédigent un projet d'accord
est envoyé au greffe et mis du coup à compléter. Parfois, Il faut le rappeler. Avec Tu le rappelles pour Pourquoi pas. sur la distance. tout est possible. Hein. Après tout, on est en matière. Tous les intervenants l'ont rappelé. Intervention, monsieur, vous indiquiez que en matière pénale, les avocats et là, pas rapprocher le PLG, envoyé au greffe. il est fait état de la pratique de préparer ces verbales d'accord en amont qui est transmis ensuite par l'intermédiaire des avocats. Qui ressemble à l'ARA, qui est très organisée. C'est celle du Médiateur de l'aide, c'est pour musique. Musique. L'éducation qui est très organisée, qui ressemble à l'ARA, celle du médiateur de la musique. Elle est menée par un conseiller d'État. Tout ce que vous avez exprimé sur la modalité, les pratiques, elles sont organisées. On peut communiquer, même l'avocat peut communiquer sans son client avec le médiateur de la musique. On organise ça en visioconférence. Ensuite, on organise des réunions. Il y a un calendrier de réunions et on se déplace à ce moment-là. Il entend les parties. Il reçoit la part des parties et à un moment donné, on fixe des dates. Il établit des recommandations. On peut lui communiquer des pièces confidentiellement. Donc, vous avez des pièces que vous communiquez avec son confrère. C'est des pièces antérieures à l'ouverture de la médiation. Et oui, on peut communiquer des pièces confidentiellement pour exprimer une fois, on peut justifier de notement. On a d'autres éléments, comme l'a dit, on a d'autres éléments qu'on ne peut pas communiquer pour l'instant dans une phase de médiation et qu'on réserverait dans le cadre d'une procédure judiciaire. Je vais vous couper parce que tous les gens, les plus de 300 personnes en distanciel n'entendent pas votre intervention, mais par contre, je leur signale rapidement qu'en fait, vous faites état de la grande similitude de l'audience d'ARA avec la procédure donc, de médiation, médiateur de la musique, obligatoire devant le Conseil d'État, avec, dirigé par un magistrat du Conseil d'État, donc, et qui ressemble dans sa façon d'être à ce qu'on pourrait s'imaginer que sera l'ARA. Je le fais très rapidement. D'ailleurs, on peut faire état de ce qui se passe dans le tribunal de commerce, où le tribunal de commerce aussi renvoie à un autre juge consulaire qui n'est pas saisi de l'affaire au fond et qui fait office de juge conciliateur. En fait, on a d'autres expérimentations, on a d'autres pratiques et c'est très intéressant de voir que ça fonctionne ailleurs et on espère que ça fonctionnera dans le tribunal judiciaire. Je crois qu'on a des questions à distance, Albanie. Alors, on a des questions à distance, on en a beaucoup. On a surtout beaucoup de réactions sur nos participants. Les greffiers déplorent et ne comprennent pas cette absence, déplorent leur absence à cette audience. C'est vrai que c'est mal compris, et notamment au regard de l'impératif de confidentialité. Je vais peut-être commencer par je vais regrouper par profession, si ça vous va, parce qu'elles sont nombreuses. Donc, il y a beaucoup de commentaires sur la charge de travail, etc. Les questions concernant le greffe sont plutôt en termes d'organisation pratique. Le greffier devrait être disponible à tout moment. Et donc, comment faire en cas d'urgence sur charge de travail, etc. Ça revient extrêmement. Aucune trace des échanges ne sera conservée, notamment en cas de non-conciliation des parties. Donc, est-ce que le greffier doit, voilà. Oui, okay. Mais ce sont des questions récurrentes. Et est-ce que une communication devra-t-elle passer obligatoirement par le greffe entre les parties au moment de l'orientation du dossier en amont? Donc, le rôle du greffe par rapport à cette notion de l'audience auprès des parties au stade de la préparation. Je ne sais pas si... Ouais. Ce qui est de la charge de travail, dont je suis parfaitement consciente, hein, j'ai été en juridiction 15 ans avant de venir ici. Qu'est-ce qui vaut mieux? Être assisté à une audience où on ne peut rien noter parce que c'est soumis à confidentialité des débats et attendre qu'on ait besoin de prendre le stylo, le clavier, en pensant à ces 30 délibérés en attente qu'on doit sortir. Voilà, personnellement, ça ne me choque pas du tout. Alors, oui, au départ, audience en métier, j'ai dit, mais quoi? Et puis finalement, après tout, on n'est pas aux audiences de conciliation devant un conciliateur ou un médiateur.
Et on est dans le même cadre de la confidentialité, de l'échange. Donc, moi, honnêtement, ça ne me choque pas. Après, j'entends une audience sans greffier. Au départ, oh mon Dieu, quelle hérésie. Après, justement, puisqu'on est dans le cadre de la négociation et que les échanges sont confidentiels, eh bien, nous, notre rôle, c'est de noter pour donner force probante. Dans ce cas-là, si ça n'a pas à être évoqué par la suite, s'il y a un nouveau phase contentieuse, il n'y a pas de trace, pas de souci. Encore une fois, quand, pourquoi pas, des avocats se réunissent dans une salle avec leurs clients et discutent, on n'est pas au courant et on n'a pas à l'être. Là, il y aura juste un juge qui ne sera pas le juge qui, en plus, récupérera le dossier après en phase contentieuse. Donc, pas de souci également. Pour ce qui est de la convocation, oui, et je me suis aperçue tout à l'heure que j'ai oublié de l'évoquer, il est prévu qu'on convoque les parties directement, y compris dans les procédures avec représentation obligatoire. Alors, les greffiers, civilistes et procédure orale, ça ne changera pas parce que la convocation se fera par tout moyen. Et tout moyen, c'est lettres simples ou communication électronique. Par contre, les greffiers de procédure écrite, civilistes de procédure écrite, vont voir une irruption des règles de procédure orale et non fini uniquement les échanges via RPVA. Il faudra convoquer directement les parties selon les modalités prévues, c'est-à-dire lettres simples ou communication électronique, si les parties y ont consenti. Donc oui, il y aura de toute façon un contact entre le greffe et les parties, y compris dans les dossiers où les avocats sont présents. Alors, pour les questions à l'égard des magistrats, je fais voilà, je vous fais revenir vers moi. Alors là, les commentaires portent quand même énormément sur la charge de travail et la façon dont on va finalement arriver à compenser l'investissement en termes de temps de travail, de TPT à ces audiences et la prise de ces... Voilà, par rapport à la rédaction, etc. Donc, voilà, les questions essentielles, c'est qu'il y a un manque de temps pour juger. Comment va-t-on penser pouvoir dégager du temps conciliant? Est-ce que les chefs de juridiction ont le temps de préparation à cette audience, le temps de tenue, etc., et dégager du temps par rapport à la charge juridictionnelle habituelle des magistrats? On va engager que toi. Alors, évidemment qu'il faut le prendre en compte. Et je disais qu'au moment où on va démarrer cette procédure, évidemment, je l'ai dit et je le redis, le temps consacré à cette conciliation, ce n'est pas du temps consacré à la rédaction de dossier. Donc, par hypothèse, mais après, ça se verra au niveau de chaque juridiction, mais ça veut dire que le magistrat à qui on confie concrètement une audience de conciliation, il va falloir diminuer le nombre de dossiers qu'on lui donne à rédiger pour rentrer vraiment dans le vif du sujet. Mais ça me paraît absolument indispensable et c'est évident que c'est comme ça qu'il faut le construire, sinon ça ne fonctionnera pas. C'est la raison pour laquelle aussi, compte tenu de nos équilibres très délicats, je pense qu'il faut démarrer très progressivement et voir quels sont les résultats. In fine, quand tout ça fonctionnera parfaitement bien, que tout le monde sera convaincu, c'est possiblement quelque chose qui nous fera gagner du temps parce qu'on pourra aboutir à une conciliation et que donc, dans ce cas-là, on n'aura pas de jugement à rédiger. Mais je pense qu'effectivement, dans un premier temps, c'est plutôt quelque chose qui va ralentir le rythme du traitement du contentieux en juridiction. C'est la raison aussi, parce que ces juges vont être mobilisés sur la conciliation, qu'on ne va pas s'amuser à envoyer en ARA, à mon avis, trop de dossiers d'office en se disant, bon, on va essayer. On n'est pas du tout dans la même organisation que l'injonction. Quand on fait une injonction de rencontrer le médiateur parce que les parties ne veulent pas y aller, en réalité, on risque pas grand-chose et on ne perd pas, pardon de parler de cette façon, mais on ne perd pas de temps de travail de personnel de la juridiction. C'est complètement externalisé, cette injonction. Alors que là, ce temps d'audience de conciliation impacte la juridiction. Et évidemment qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose qui apporte une charge de travail accrue pour les magistrats qui accepteront de s'en charger. Alors, il y a d'autres questions et en plus, elles pleuvent en même temps. Sur plutôt l'office du juge, est-ce que le juge pourra faire connaître l'issue envisagée sur le plan de la décision ou partie? Et dans le même ordre d'idée, sur la façon dont les collègues vont négocier, enfin,
vont adopter leur posture à l'audience. Quelqu'un fait remarquer qu'au Québec, une pratique prévoit que les parties signent un protocole préalable qui rappelle les règles d'audience et donc qui est communiqué préalablement par le juge séparément. Et ensuite, il discute d'abord sur la façon dont va se passer l'audience et il prépare des procès-verbaux de négociation, enfin, qui sera fait état. Est-ce qu'en l'absence de précision sur le texte, cette façon d'aborder l'audience est envisageable, c'est-à-dire de conventionner un petit peu avec les avocats sur la façon dont va se dérouler cette audience, de leur permettre de préparer des premiers pas dans la négociation pour mener à bien cette audience. Est-ce que, voilà, ça, et est-ce que sur le modèle allemand, je crois qu'on a la possibilité, enfin que les magistrats allemands le font en audience, de faire état d'un préjugé en disant, voilà, si nous étions au fond, alors voilà, et donc finalement faire avancer la négociation en ouais, un peu à marche forcée. Alors, sur la question relative au Québec, alors je ne connais pas cette modalité, mais je pense que oui, bien sûr, vraiment, dès lors qu'on est dans l'amiable, on a en réalité des règles qui sont souples et qui nous permettent d'être assez créatifs et imaginatifs pour que, ensemble, on puisse faire du mieux possible aboutir ces procédures. Donc, si ce type d'accord préalable discuté avec les avocats antérieurs peut se faire, enfin, en tout cas, rien ne l'interdit. Et encore une fois, je pense qu'au contraire, en matière d'amiable, c'est plutôt l'imagination qui est au pouvoir et l'avantage, c'est sans doute effectivement localement d'imaginer des process qui nous paraissent pertinents et qui vont permettre de favoriser l'amiable. Juste sur ce point, excuse-moi Valérie, c'est juste pour dire qu'en fait, c'est une manière de s'approprier ce sas et de dire ça n'est pas le juge et les parties, mais c'est un moment qu'on va passer ensemble et on est sur un autre modèle. Et donc, le fait de signer ce protocole, c'est vraiment réaffirmer son engagement. C'est symbolique, c'est pédagogique. Rien ne l'empêche, à mon sens, juridiquement. Deuxième question, est-ce qu'il faut présenter l'issue envisagée? À mon avis, non. C'est-à-dire que, voilà, c'est évidemment assez radicalement contraire à la démarche. Et le rappel des principes et des grandes règles applicables, évidemment, ne doit pas du tout être entendu comme la présentation de l'issue qui serait celle si l'affaire était présentée au juge pour qu'il rédige son jugement. Ce serait d'ailleurs un peu curieux, puisqu'on n'a pas toute l'affaire, on n'a pas tous les éléments. Il n'y a pas eu de discussion au fond, donc dire qu'on a un cadre, qu'on dise sur cette question de manière générale, la jurisprudence ou la loi dit que, c'est large. Mais de dire que dans votre espèce, ce sera telle chose, ce serait un dévoiement du process. Et à mon sens, avec une difficulté majeure, c'est que le juge de l'ARA, s'il n'y a pas d'accord, ne sera pas le juge qui rendra la décision finale, et le juge qui rendra la décision finale peut prendre une décision contraire et différente. Et il y aura une vraie difficulté à ce moment-là. J'enchaîne un petit peu sur les questions qui viennent des avocats et qui s'adressent davantage à vous, maître. Pas mal de vos confrères s'interrogent sur l'intérêt de l'avocat d'être présent en ARA, dans la mesure où les parties seront présents. Je relais. Il y a une question relative à l'indemnisation au titre de l'aide juridictionnelle. Et sur l'orientation en ARA, la crainte d'un usage dilatoire ou d'allongement des délais. Il ne faut pas que ce soit à 6 mois. Donc. L'intérêt de la présence de l'avocat en ARA, je dois dire que je ne l'avais pas envisagé parce qu'il me paraissait important pour l'avocat d'accompagner son client, d'être présent à ses côtés. Nous sommes présents en audience à côté de nos clients. Nous sommes également présents à côté de nos clients en audience de règlement amiable. Le premier mot, c'est audience. Donc, si la place de l'avocat n'est pas en audience, je m'interroge quant à la finalité de notre mission. Concernant l'utilisation du dilatoire,
c'est un petit peu le procès qui est fait régulièrement à tous modes amiables. Et je rappelle que l'avocat peut le demander, mais c'est le juge qui prendra la décision. Et seul le juge peut mettre fin à l'ARA. Donc à partir du moment où une des parties peut utiliser, de toute façon la déloyauté, elle existe tant dans les procédures, nous connaissons tous des confrères qui ne concluent que sur injonction, que dans le cadre d'une audience de règlement amiable. Rien n'empêche l'avocat qui le constate de se rapprocher du magistrat qui gère, avec qui intervient cette audience de règlement amiable, de l'alerter, d'où éventuellement la possibilité que le juge entende les parties séparément. C'est une possibilité à ce moment-là donnée au juge, où le juge en ARA mettra fin à cet ARA et renverra les parties devant le juge initialement saisi. L'indemnisation de l'AJ. Alors là, je dirais que c'est à la chancellerie qui veut développer la politique de l'amiable, de prendre ses responsabilités et d'indemniser correctement les avocats dans le cadre de la politique de l'amiable. Je souhaite que cette indemnisation soit mise en œuvre. Ce sera aussi une des conditions qui permettra que la politique de l'amiable et l'ARA connaissent un succès. Une question, oui, il reste, avant de passer le micro à la salle, peut-être sur l'aspect procédure, les questions sont données. La question la réponse est oui, elle est annoncée par la chancellerie, la circulaire. La circulaire est incessamment sous peu. Et le suspense de la rentrée. Y aura-t-il un recours possible à l'issue de l'accord? Y aura-t-il quoi, pardon? Sur l'accord? Sur l'accord amiable? Bon, l'accord, titre exécutoire ou pas titre exécutoire? Bon, un titre exécutoire. Oh, c'est très intéressant. On avait eu un colloque sur ces nouveaux titres exécutoires. C'est vrai que je reçois avec des titres exécutoires d'intensité variable. C'est-à-dire qu'entre le jugement, le titre exécutoire avec un jugement d'homologation et un titre exécutoire qui est la formule exécutoire apposée, on a des titres exécutoires d'intensité variable, mais il n'y a pas véritablement de recours. La question va être de savoir s'il y aura une application en matière de voie d'exécution un petit peu particulière, et notamment, il peut y avoir des questions sur la circulation des titres. Mais ça pose, on est plus la question de la position de la formule exécutoire que du titre exécutoire qui est constaté par le bref. Donc, il a également posé la question de la sanction si les parties ne viennent pas. Ah oui, alors, en réalité, on a déjà en procédure ordinaire la possibilité d'ordonner la comparution des parties. Donc, on est déjà confronté à la situation de j'ordonne la comparution des parties, les parties ne viennent pas. Alors, évidemment, il n'y a pas de sanction. Donc, évidemment, au juge qui sera saisi après de faire avec cette non-comparution des parties et de voir comment il en tire d'éventuelles conséquences. Mais en réalité, ce n'est pas une situation inédite. Je pense que, évidemment, il est préférable de prévenir ce genre de situation, d'où l'intérêt, encore une fois, à mon avis, de limiter le nombre d'ARA ordonnés d'office. Parce que dire je vous demande de comparaître et ne pas avoir d'outils et ne pas avoir de possibilité de tirer des conséquences de cette absence de comparution, ça nous met dans une situation un peu délicate. Mais encore une fois, c'est une situation qu'on connaît et je pense qu'il est impératif de toute façon, on doit s'assurer de l'accord des parties au départ si on ne veut pas le désigner d'office. Et puis, l'autre élément qui me fait penser que ça n'arrivera que quand même sans doute extrêmement rarement, c'est qu'on est en procédure écrite ordinaire. Je mets les référés de côté. Et encore, en référé, on a aussi, quand on est devant un tribunal judiciaire, un avocat obligatoire. Donc, je pense que dans la mesure où on aura le travail qu'on évoquait tout à l'heure avec l'avocat,
Après, bon, l'avocat peut toujours nous dire, bah, écoutez, j'ai bien essayé, mais je n'ai pas réussi à le faire venir. Mais voilà, ça me paraît être assez résiduel comme hypothèse. Et je n'ai pas de réponse, mais je constate que c'est une situation qu'on connaît déjà. Il y a une petite question procédurale qui est arrivée également. Le juge de l'ARA peut-il être JME ensuite? Dans la même affaire? Ça veut dire que l'échec, ça Je ne connais pas de l'affaire. Non, mais ça me curieux, en fait. Je ne vois pas comment ça peut se goupiller. Et en plus, c'est vraiment deux fonctions différentes. Hein. On met une casquette différente, on est dans un office différent. Il ne faut pas de mélange de gens. Donc, ouais. D'où la difficulté d'organisation dans les toutes petites juridictions. Hein. Mais c'est vraiment l'idée, c'est que le juge qui connaît de l'ARA, après, si la conciliation n'aboutit pas, il n'entend plus parler de cette affaire d'une façon ou d'une autre. En fait, ces questions tournent quand même beaucoup autour des... Vous n'entendez pas? Marchez plus, micro. Oh bon. Surtout pas. Le juge ARA ne sera surtout pas et jamais JME dans la même affaire. Voilà. Ce qui pose problème pour les petites juridictions. Voilà, c'est fort. Effectivement, donc autour de ça que tournent les réactions sur WeChat, la question des tribunaux où moins de 4 sont en charge des contentieux. Ah oui. C'est pour ça que je citais Saverne, qui, pour ceux qui ne connaîtraient pas, est une juridiction du groupe 4. C'est évidemment, encore une fois, la question, tout ce que j'indiquais tout au départ, c'est-à-dire qu'il faut commencer par constituer ces binômes et voir en quelle matière on peut constituer ces binômes et à partir de là, voir dans quelle matière on peut mettre en place l'ARA. Mais il faut évidemment, quand on veut construire son projet d'organisation et sa politique de juridiction, eh ben, partir de ce dont on dispose comme force vive. Sinon, ça ne peut pas marcher. On va peut-être passer le micro dans la salle, puisqu'il est dans la on est bien salué. C'est tout. J'interviens à 14h. Vous voulez manger? Allez, donc 5 minutes pour les questions de la salle. On prend une question. Bon, alors, je vous présente juste Isabelle, donc membre du CNB. Question pratique. Toutes les assignations délivrées du 1er novembre devront-elles comporter l'information sur laquelle le recours à l'ARA est possible? Et oui, des sanctions éventuelles dans ces C'est pas du... Des assignations en matière civile à compter du 1er novembre devront comporter une mention sur l'information relative à l'ARA. La possibilité le cas échéant, il y a une sanction. Les articles sur les mentions obligatoires de l'assignation n'ont pas été modifiés et l'assignation n'indique pas tout ce qui est possible dans une instance. L'ARA ne sera peut-être pas mise en place. Le seul intérêt qu'on avait avec l'assignation, c'était d'indiquer les diligences amiables faites avant de saisir le juge. Mais le support assignation n'indiquera pas cela. Fortuna, j'ai entendu dire que le juge chargé du contentieux de retirer les conséquences du fait qu'une partie ne participait pas à l'ARA. Non, je n'ai pas dit ça. Alors, je me suis mal exprimée, excusez-moi. Alors, la question était d'être pensée que j'avais dit que le juge, après saisi au contentieux, tirerait les conséquences de la non-comparution d'une partie. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, de toute façon, là, en l'état, si la conciliation ne fonctionne pas, le juge qui connaît après de l'affaire au contentieux ne sait pas pourquoi ça n'a pas fonctionné, donc il n'en aura pas connaissance. Non, je parlais du juge de saisie, de l'audience de conciliation. Qu'est-ce qu'il en fait de cette réalité? Et merci. Question que vous voulez poser est suivante. Question, il y a un demandeur, il y a 4 ou 5 défendeurs, il y en a 3 qui ont constitué un avocat et le 4e ont constitué un avocat. Est-ce qu'on peut aller à la âme? Est-ce qu'on ne peut pas y aller à une procédure? Alors, la question porte sur on fait de l'ARA avec son juge saisie. serait représenté, 3 défendeurs le seraient également, un 4e non, en procédure écrite. Peut-on recourir à l'ARA alors que les défendeurs
En réalité, l'ARA, elle se met en place uniquement sur la base de l'affaire dont la juridiction est saisie. Donc, notre quatrième défendeur, il n'est pas présent à l'instance, il ne peut pas être convoqué dans le cadre de l'ARA. En revanche, si tout le monde est présent, il ne faut pas penser que l'ARA est limitée lorsqu'il y a 2 parties, comme tous les modes amiables. C'est parfois extrêmement intéressant, même lorsqu'il y a plusieurs parties, ou parce que précisément il y a plusieurs parties. Voilà. Dans ce genre de situation, par exemple, la médiation serait sans doute plus adaptée. Étudiant dans la droit processuel d'édition, étudiant en processuel d'édition, pardon. Après, je me compte qu'il y a un rélectionnisme par rapport à la politique de l'amiable, mais c'est bien ça déjà. difficulté pratique. J'ai entendu. Et à ce titre, pensez-vous que cette nouvelle audience du règlement amiable permettra-t-elle de rendre la justice plus efficiente, ou au contraire, va-t-elle ralentir notre procédure? Donc la question met en avant l'enthousiasme sur l'amiable et les difficultés pratiques que cela occasionne en juridiction. Et donc elle porte sur vous, mesdames, que cette nouvelle audience sera efficace pour rendre une justice, Comme c'est une justice plus efficace. Comme c'est une étudiante qui pose la question, je réponds. À votre âge, il faut continuer à avoir la foi. Moi, je l'ai encore. La politique amiable, comme je l'ai dit, on en parle beaucoup et c'est vrai qu'il y a des freins et c'est vrai que quand il y a quelque chose de nouveau, la nature humaine, c'est de se dire comment je vais faire, ça change les choses, c'est compliqué, c'est la conduite du changement. C'est quand même vraiment quelque chose qui se passe depuis le début de l'année et l'ARA, c'est aussi un vecteur, à mon avis, très important pour développer les autres formes amiables. Est-ce que la justice sera parfaite l'année prochaine? Non. Est-ce qu'on multiplie les outils amiables? Est-ce qu'on change la manière de penser la procédure civile en ayant des procédures civiles avec des ruptures, peut-être une envie d'avoir des mises en état intellectuelles? Est-ce qu'on augmente le nombre de magistrats? Pour l'instant, oui. Est-ce que les moyens sont suffisants? Non. Est-ce qu'on y arrivera rapidement? Non. Mais ayons la foi et essayons de penser que chaque partenaire de justice doit repenser ses modes d'organisation, repenser sa manière d'envisager le procès et gardons la foi. Est-ce que une dernière question du chat qui, sur l'aspect organisation juridictionnelle, me semble importante, c'est quelle est la forme de l'information qui sera donnée entre le juge prescripteur et qui va orienter le dossier en ARA et le juge qui va présider l'ARA? De quelle façon Si l'ARA est Je comprends pas la question. L'orientation va être officiellement motivée de telle sorte que le juge qui prescrit va connaître les raisons pour lesquelles ce dossier. Concrètement, il y aura un calendrier d'audience de conciliation. Il y a le juge X qui est d'audience le mercredi matin de 9h à midi et il y a des dossiers à 9h, à 10h, à 11h et voilà. Et l'information à l'issue de l'ARA relativement au juge de la mise en état. Il y a une confidentialité, donc il y a un renvoi à la procédure. Il y a un renvoi à la procédure. Soit on dit, il y a eu un accord, on se désiste. Ça, c'est la version très, très, très positive à laquelle je continue à croire ou espérer, ou fantasmer, je ne sais pas. Et puis, s'il n'y en a pas, on revient dans le cadre procédural. Mais comme il y a une confidentialité, il n'y a pas d'information. On ne dira pas, il y en a un qui a traîné des pieds, il n'est pas venu, il a grogné, ou il s'est passé telle ou telle chose. Ça reste un sas confidentiel. C'est très important. Garde des juges justement qui vont la suite du dossier. Surtout pas. Le principe, et c'est écrit noir sur blanc dans le décret. Et le greffier n'est pas présent à l'audience, donc il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de greffier en ARA puisque ce n'est pas une audience juridictionnelle. Le greffier de l'ARA ne doit pas être présent dans la suite de la procédure. On imagine quand on a des désaccords, le greffier ne sera jamais descendu à l'audience. C'est-à-dire donc version paloise. Je vous remercie.